Alors, nous sommes chez David Lépée pour une petite causerie sur des sujets à la fois d'actualité, de dissidence, de pensée alternative, de pensée antisystème, puis aussi dans une perspective d'approfondir tous les sujets que David Lépée et l'entourage de la dissidence, donc Alain de Benoît ou d'autres intellectuels connus dans cette école de pensée peuvent apporter au public d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec tout un petit groupe de questions sur justement cette notion de dissidence qui justement actuellement a connu un petit buzz, une petite emballée médiatico-internet autour notamment de l'égalité-réconciliation et de diverses dissensions dans la dissidence, ce qui induit la nécessité sans doute de repenser la dissidence, ce que font d'ailleurs des sites comme la dissidence française ou comme l'Eurasie par exemple, où la notion même de dissidence est même remise en cause, ou même MetaTV qui propose la notion de résistance et pas de dissidence. Alors justement, première question, à quoi mène la dissidence actuelle? Dissidence qui vit actuellement des déchirements et des rivalités que je qualifierais personnellement de purement spectaculaires médiatiques. Je parle notamment de personnalités qui font des vidéos sur un canapé rouge. Que faire de plus et que faire d'autre que ce que fait actuellement la dissidence? Est-ce suffisant? Et je dirais même pour avancer dans l'analyse médiatico-idéologique et même politique, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce personnage de Gramsci, enfin ce penseur marxiste Gramsci, que certains invoquent pour dire que la culture permet de faire avancer la dissidence et de construire un contre-système, une contre-culture, est-ce que Gramsci n'avait pas été contredit par avance par Engels, qui avait démontré que la culture était un prétexte pour ajourner et en fait annuler la révolution? Est-ce que lire des livres permet de faire oublier la réalité ou ne permet-elle, est-ce que lire des livres ne permet pas de faire plutôt qu'autre chose oublier la réalité et de canaliser les énergies potentiellement dissidentes dans l'activité purement intellectuelle aboutissant à un mode de vie bourgeois et divertissant, donc soit bourgeois intellectualiste, soit divertissant abrutissant du côté de la non-culture ou du côté de l'aspect spectaculaire, de l'aspect médiatique de cette dissidence. Donc voilà, donc, autour de la dissidence, à quoi mène la dissidence actuelle et et quelle est la place de la culture dans la dissidence? Alors, bah, pour te répondre, en ce qui concerne ce que certains appellent la métapolitique ou la politique culturelle, ce que tu as très bien illustré avec l'exemple de Gramsci qui a théorisé ça, moi je ne pense pas que Engels avait mieux compris le problème que Gramsci. Je pense qu'au contraire, combien même finalement hormis sur cette question de l'accusation d'ajourner la révolution, combien même hormis là-dessus, ils sont plutôt complémentaires que en contradiction. Je pense que Gramsci, c'est un dépassement de Marx. Il y ajoute du moins quelque chose d'extrêmement important que Marx n'était peut-être pas à même de théoriser dans son contexte et à son époque, mais qui aujourd'hui prend une dimension de plus en plus centrale. C'est tout ce qui dépasse les purs déterminismes socio-économiques. On le voit bien aujourd'hui, même si ces déterminismes gardent leur importance et que certains, et là on pourrait parler, comme disent les marxistes, de révisionnisme ou de déviationnisme bourgeois, certains ont tendance à les sous-estimer. Non, il ne faut pas les sous-estimer, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. D'ailleurs, c'est drôle. Éric Zemmour en parlait il y a quelques jours. Il est venu il y a quelques semaines en Suisse à Genève pour un débat télévisé et il reprochait justement au président des socialistes lausannois de n'avoir une compréhension du peuple, d'avoir une compréhension du peuple uniquement fondée sur des catégories comme le niveau de vie, le pouvoir d'achat, et qui sont des catégories fondamentales. Alors ça, en bon marxiste, j'en reste persuadé, mais peut-être pas suffisante. Et je suis étonné que toi, qui fais plutôt partie des gens qui auraient tendance à me reprocher mes excès matérialistes, tu puisses prendre parti pour Engels contre Gramsci, alors que justement, Gramsci, c'est celui qui dit tout n'est pas réductible au matérialisme. Et donc,
Ça signifie que le combat culturel a son importance, ce qui a été ensuite théorisé par les gens, je dirais, de l'autre bord, c'est-à-dire toute la tendance libérale et notamment néoconservatrice anglo-saxonne, a été théorisée sous la forme du soft power. Je pense que le soft power est extrêmement important. En réalité, il l'a toujours été, parce que cette critique-là que tu me fais, on aurait pu l'adresser aux philosophes du XVIIIe siècle et notamment à ceux qu'on appelle les encyclopédistes, puisque c'était des encyclopédistes et non pas des barricadiers, et non pas des leaders politiques, et non pas des députés d'une convention nationale qui n'existait pas. C'était des gens qui préparaient les esprits au triomphe de leurs idées, hein, sans préjuger de celles-ci, c'est pas la question, on parle uniquement de méthode, et il faut croire, d'après l'expérience historique, qu'il y a eu un temps pour les encyclopédistes et un temps pour les révolutionnaires. Donc ça, bien avant Engels et Gramsci, c'était déjà une réalité. Aujourd'hui, ça l'est peut-être encore davantage. Et cette dissidence dont on parle, qu'on qu'on critique beaucoup, qu'on jalouse parfois, il faut quand même être honnête, je pense qu'il y a pas mal d'amertume dans certaines critiques, eh bien c'est clair que jusqu'à nouvel ordre, elle n'est pas dans le combat politique politicien, quoique aux dernières nouvelles, ce soit peut-être en train de changer, hein, puisqu'on parle de projets de parti, mais le travail qui est fait, notamment par des éditions comme Contre-Culture, ou bien par des associations qui organisent des conférences à travers la France et même à travers l'Europe, je pense que c'est un travail tout à fait intéressant et on commence déjà à en voir les résultats dans l'opinion publique avec vraiment une évolution des mentalités, je ne dis pas de manière globale et massive, mais dans des pans importants de la population, de la jeunesse et notamment des classes populaires. Et ça, c'est une manière de préparer le terrain. Alors à quoi? Ça, c'est difficile à dire puisqu'on n'est pas on n'est pas hégélien absolu, on n'est pas dans la téléologie radicale qui nous permettrait de poser une finalité sans savoir si on y accédera. En tout cas, ça vise un changement révolutionnaire, je ne sais pas, mais il y a toujours hein, l'infrastructure et la superstructure. On ne peut pas se contenter d'un pan sur l'autre. Donc je pense que Gramsci avait raison, que la métapolitique ou le combat culturel n'est pas du tout une perte de temps. Et les dérives existent, hein. Bien sûr qu'il y a des dérives intellectualistes, salonardes, bien sûr qu'il y a des dérives consuméristes de gens finalement pour qui l'acte politique consiste à acheter des livres ou bien des places pour aller à une conférence ou des DVD ou de s'abonner à des revues. Oui, ça c'est vrai que ça existe, comme cette dérive a existé également dans le christianisme avec aussi une marchandisation de symboles, hein, que ce soit les achats comment on appelle ça, les allégeances pour racheter le salut de son âme, ce genre de choses. Évidemment, ça peut exister, mais ça peut aussi appuyer une théorie, ça peut appuyer un combat. Je déconseillerais jamais à quiconque de lire des livres, surtout des livres intéressants. Je pense qu'au contraire, on devrait en lire plus, on devrait en éditer plus, on devrait en écrire davantage qui vont dans le bon sens. Même si j'ai pas parti lié directement avec eux, moi je salue le travail de tous ces petits éditeurs nouveaux et dissidents qui donnent leur chance à des jeunes auteurs non conformes et qui rééditent des classiques un peu oubliés parce que passés sous silence le monde officiel de l'édition. Donc, effectivement, l'activité culturelle de la dissidence, autrement dit, l'activité culturelle de la dissidence aurait bien son utilité et ne serait de toute manière pas, on pourrait finalement pas s'en passer si on veut arriver à une pensée alternative et à sa diffusion effective dans la population pour constituer effectivement une sorte de formation populaire dissidente, ce qui légitimerait tout ou partie de l'entreprise culturelle, voire éditoriale, etc. Alors, donc passons à une autre question qui nous permettra à chaque fois de rebondir et d'approfondir les questions précédentes et peut-être de revenir sur certains points. On reviendra, voilà, on pose des idées et puis on reviendra. Donc justement, alors deuxième question que j'avais prévue, puis de toute manière nous permettra de revenir sur des points très importants de ce qui a déjà été dit. Qui fait autorité? Alors je vais poser des questions un petit peu massives, mais bon. Qui fait autorité actuellement dans la dissidence? Existe-t-il et peut-il même exister un chef légitime de la dissidence? Donc peut-être si tu veux, tu reviens sur cette notion de dissidence. Est-ce que tu la trouves pertinente? Est-ce qu'il faut la nuancer? Est-ce qu'il faut la changer? À toi de voir. Donc qu'est-ce qui fait autorité dans la dissidence? Donc déjà peut-on parler de dissidence évidemment. Et peut-il exister un chef légitime de la dissidence? Pas seulement un chef intellectuel justement, mais toujours dans ma perspective de rendre effective cette dissidence, un chef alors on va dire politique, mais politique dans un sens vraiment profond, vraiment effectif, un chef peut-être un chef spirituel ou un chef un chef intellectuel
effectif et pas seulement une figure charismatico-médiatique, si tu veux. Alors, à choisir, je préférerais quand même avoir une figure charismatique qu'un chef spirituel, mais c'est peut-être une question de dénomination, parce que la notion de chef spirituel me ferait un peu peur, puisque dans toute, euh, dans toute, dans toute contre-société, dans tout projet antagoniste, il y a un risque de dérive sectaire, et c'est ce qu'il faudrait éviter. Donc la notion de chef spirituel, j'aime pas beaucoup ça. D'où l'idée d'autorité. Alors, bah oui, tu as commencé par poser la question fondamentale, est-ce qu'il y a une dissidence? Alors bon, je pense que oui. Le terme se discute. C'est vrai que, comme tu l'as rappelé, notre ami Tepa, par exemple, parle de résistance, qui est un terme que j'aime beaucoup. Moi, avant qu'on parle de dissidence, j'employais souvent le terme d'opposition, parce qu'à mon avis, la dialectique principale, on l'a vu, elle est pas entre la droite et la gauche, elle est pas, enfin, c'est beaucoup, tout ça est balayé, mais forcément, on reste, quoi qu'il en soit, au sein d'un rapport de force, et qui dit rapport de force dit une dialectique entre le pouvoir et l'opposition. Alors oui, nous faisons partie de l'opposition, ou de la dissidence, ou de la résistance, ou de l'alternative. Ces termes, évidemment, n'ont de valeur qu'à partir du moment on a une tolérance assez large de leur définition. Je pense évidemment que ce pas des termes sur lesquels il convient de mettre un copyright ou de cerner trop précisément. Il est même peut-être pas souhaitable que les gens s'en revendiquent. Enfin, ils peuvent le faire, mais c'est pas très important. C'est surtout le jugement de l'opinion, ou peut-être même le jugement de l'histoire, qui sera sans doute moins subjectif que le jugement contemporain, qui en décidera, mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable non plus, même pour des raisons pratiques, qu'il y ait vraiment des groupes organisés qui décident et qui excluent ce qui relève ou non de cette opposition, puisque c'est précisément la logique du pouvoir qui distribue les bons et les mauvais points parmi ces courtisans et ceux qui ne le sont pas assez. Alors il ne faut pas créer une contre-coup, créer un contre-pouvoir, oui, mais pas une contre-cour, pas une contre-courtisanerie. Disons à titre personnel, sans être pour le moins du monde anarchiste, le ni Dieu ni maître bien compris me convient davantage. J'ai toujours dit que j'ai jamais eu de maître, mais j'ai eu des sympathies. Voilà, il y a des gens pour lesquels j'ai de la sympathie, lesquels j'ai du respect, une estime parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, parce qu'ils ont plus travaillé que moi et parce que j'ai une certaine dette intellectuelle envers eux. Ben, c'est vrai que j'ai aucune honte à dire que des gens comme Alain Soral, ou bien comme Alain de Benoît, ou comme Jean-Claude Michéa, qui ne sont pas mes maîtres, pas du tout, mais que je respecte, et quels que puissent être maintenant ou demain nos dissensions, bah, il n'en restera pas moins que je leur dois quelque chose sur le plan de mon éveil, aussi sur le plan de certains coups de pouce, d'une certaine camaraderie. Donc jamais je me retournerai comment dire, cette idée un peu édipienne de tuer le père, je trouve ça assez mesquin, ce qui n'empêche pas d'avoir l'honnêteté et la franchise de dire les désaccords entre gens de bonne compagnie. Mais disons, il faut éviter ces deux écueils qui sont à la fois l'idolâtrie, hein, le principe du chef spirituel, le côté disciple, et à la fois la dénégation, surtout la dénégation pour de mauvaises raisons. Hein, parce que ce que j'ai remarqué, c'est notamment le cas dans ceux qui s'attaquent parfois le plus violemment par exemple à Alain Soral. Souvent, ceux qui l'attaquent le plus violemment, et je crus comprendre en lisant un peu sur Internet, c'est des gens plutôt marqués très à droite, et qui, pour certains, sont d'anciens membres d'égalité et réconciliation, ou des personnes qui appréciaient plutôt Soral, ou peut-être qui l'appréciaient trop, ou pour de mauvaises raisons, qui ne l'appréciaient pas intelligemment, mais de manière justement un peu sectaire. Et évidemment, ces gens-là, forcément, un jour ou l'autre, sont déçus, et il y a rien de plus amer, de plus rageux, de plus vindicatif qu'un disciple déçu. C'est exactement comme c'est comme dans les relations homme-femme, quand on passe de l'amour-passion à la déception. Il n'y a rien de plus méchant qu'un ancien camarade. Enfin, c'est quelque chose, moi qui viens de la gauche radicale, j'ai vécu ça, cette espèce de figure du renégat qu'on essaye de coller à ceux qui se permettent d'évoluer, de suivre leur chemin. Et ça, c'est pire que l'ennemi de classe, c'est pire que celui d'en face, qui de toute façon est autre, est fondamentalement autre, et presque non humain, alors que l'humain dévoyé, c'est quelque chose de pire. C'est un peu comme la haine de la femme divorcée. Ouais. Il faut commencer déjà par ne rien attendre
enfin, je ne dis pas ne rien attendre des hommes, mais ne pas attendre des hommes à ce qu'ils soient autre chose que des hommes. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de Dieu. Il y a des leaders peut-être, oui, il y a des gens qui occupent une importance supérieure à d'autres en termes d'influence sur l'opinion. C'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'est pas égaux. Il y a des hiérarchies qui se font petit à petit, tout simplement en fonction du travail, en fonction des succès politiques, c'est pas un problème. Il faut en ressentir ni idolâtrie, ni jalousie, ni défiance. C'est la raison pour laquelle finalement moi je travaille un peu en électron libre. Bah, évidemment, je suis lié à des chapelles, hein, comme on dit vulgairement. C'est clair que je suis assez proche de tout ce qui tourne autour de la revue Éléments, donc des amis d'Alain Benoît, ça c'est sans qu'il y ait la moindre relation de gouroulatrie. Mais comme on disait aux grandes heures du Parti communiste français, je me suis toujours mieux senti dans le rôle de compagnon de route que de camarades encartés. Et ça, je le dis maintenant, après avoir fait un certain nombre d'expériences euh, beaucoup plus militantes, notamment à gauche. Et ce qui me dérangeait, outre les problèmes idéologiques dont j'ai déjà souvent parlé, c'est parfois simplement la place d'un individu, la place d'un libre penseur dans une structure organisée. Et en disant ça, je ne décourage pas les gens qui nous écoutent de s'engager en politique, pas du tout. C'est juste que pour ma part, ça ne me correspondait pas. Et je comprends mal que certains supportent si mal le fait que quelques individus disposent d'un crédit supérieur à d'autres en termes d'opinion publique au sein de cette dissidence, que ce soit mérité ou non, tout simplement parce que c'est comme ça dans toutes les sociétés humaines et on est libre de suivre ou pas. On peut suivre sans idolâtrie et on peut cesser de suivre sans passer de l'amour à la haine. Donc je demande un peu d'approche critique et un petit peu de distance individuelle par rapport à tout ça. D'accord, donc tu penses plutôt qu'il faudrait finalement ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et qu'il faut savoir à la fois prendre des distances, mais garder un esprit de camaraderie pour ne pas tout détruire, ce qui a été construit en commun, quoi, en quelque sorte. Et alors je ne vais pas revenir sur tout, mais bon, je vais avancer avec d'autres questions qui permettront là encore de revenir sur certaines notions qui, je pense, restent quand même dans l'ombre et restent trop négligées dans la dissidence. Alors, nouvelle question. Quelle dimension de l'humain permet de refonder la dissidence? Donc là, c'est vraiment, on est dans le centre du sujet au niveau de la dissidence. Qu'est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des dimensions de l'humain qui, de toute évidence, sont laissées pour compte dans le système consumériste, capitaliste, gauchiste, étatiste, socialiste, voilà, tout ce qu'on veut, est-ce que, évidemment, il y a des dimensions de l'humain qui sont laissées pour compte. Et donc, cette dissidence, elle est là, évidemment, pour remettre au jour et remettre en vie, ressusciter en quelque sorte, redonner une existence effective et substantielle à ces dimensions délaissées de l'humain. Est-ce que cette dissidence y arrive? Est-ce qu'il y a des dimensions de l'humain qui effectivement réémergent et qui retrouvent vie en quelque sorte? Donc, en gros, si j'ai bien compris ta question, tu dis, est-ce que au-delà du changement politique visé, est-ce qu'il y a une dimension anthropologique que, comme homme, on doit pouvoir revaloriser quand on est actif dans la dissidence? C'est ça, hein, en dehors des objectifs purement politiques par exemple, révolutionnaires. Ah oui, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, puisqu'on parlait avant de métaculturel, pardon, de métapolitique, eh ben, évidemment, il faut que ces changements, ces désirs et ces buts s'accompagnent de changements dans le fonctionnement individuel. Pour autant, là encore, que ce ne soit pas un piège. J'en parlais récemment, enfin il y a quelques mois, dans un article paru dans Rébellion, qui avait consacré un dossier à la question spiritualité et engagement. Et dans ma contribution, je disais qu'il fallait se méfier de ce que j'appelle l'idéologie de la révolution individuelle ou de la révolution intérieure, qui est propre à certains mystiques, mais qui était propre aussi, qui est typiquement aussi 68 Hard. C'est un peu au cœur de la pensée ou de la contre-pensée hippie. On trouve ça aussi dans certaines sectes New Age, c'est-à-dire des gens qui finalement ont tenté à un moment ou à un autre de renverser l'ordre des choses avec beaucoup de naïveté et donc dans leur échec beaucoup de ressentiment et qui, par peur d'être déçus à nouveau, préfèrent se retirer du politique pour engager le changement qu'ils espéraient
à l'intérieur d'eux-mêmes. Enfin, on connaît ces fameuses phrases toutes faites, ces poncifs qui ne veulent pas dire grand-chose, comme avant de changer le monde, il faut te changer toi-même. C'est à moitié vrai. C'est vrai dans la mesure où il faut faire un effort sur soi, bien sûr, mais dans les faits, les gens qui tiennent ce genre de discours, finalement, auront passé leur vie à se regarder le nombril, à faire un travail sur soi dans le plus pur sens psychanalytique du terme, et ne seront pas du tout dans une optique révolutionnaire. Alors, cette réserve mise à part, alors oui, la pratique de la dissidence, ou pour prendre le terme de Mao, la pratique de la révolution, quand on demandait à Mao comment faire la révolution, lui qui n'aimait pas tellement théoriser précisément et qui était un chef charismatique, disait vous ne savez pas forcément quel est le but de la révolution, quels sont les moyens exacts de la révolution, mais c'est en la faisant que vous la vivrez et vous la réaliserez. Et dans un passage du Petit Livre Rouge, il dit pour connaître le goût d'une poire, il faut croquer dedans. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, voire manipulateur selon ce qu'on en fait, mais je pense vraiment qu'à partir du moment où on s'engage dans une action de changement, de contre-culture, de contre-société, déjà, on s'y engage de manière collective en général, et c'est ça qui fait toute la différence. Et quand on s'y engage de manière collective, on est amené à mettre en place, à vivre, à expérimenter un nouveau type de vivre ensemble, un nouveau type de fraternité, un nouveau type de camaraderie. Et ça, malgré les échecs relatifs de certaines expériences politiques auxquelles j'ai partagé, s'il y a bien une chose que je ne regrette pas et que je garde de positif, et que ce soit à la fois dans la gauche radicale que j'ai fréquentée ou dans Égalité, Réconciliation ou d'autres choses, c'est vraiment cette générosité, cette impression sympathique d'être avec des gens bien, des gens dévoués, qui contrairement justement à l'individu, à l'homo economicus tel que dessiné et voulu par l'anthropologie libérale, contrairement à lui, eh bien, ne calcule pas tout, ne réifie pas tout, n'exerce pas, comment dire, n'exerce pas des comptes, un calcul de pertes et de bénéfices, mais correspond plutôt, toujours comme le dit Orwell, on parle toujours la common decency, la décence commune. La décence commune, c'est finalement avoir une éthique qui, même battue en brèche par le vent libéral qui souffle actuellement, résiste et considère que tout n'est pas qu'affaire d'intérêt, mais qu'il y a des choses qu'on fait parce qu'on doit les faire, hein. On pourrait même remonter de manière peut-être moins populaire, mais tout aussi juste à Kant et à son impératif catégorique. Je pense que, mine de rien, l'impératif catégorique kantien, c'est déjà une forme de résistance antilibérale, parce que c'est je dois parce que je dois. Alors ça peut puiser dans la conscience morale, ça peut puiser dans un message spirituel, ou bien, dans mon cas, dans une simple éthique, un simple idéal. Et à partir de là, c'est vrai qu'on s'aperçoit, et même si j'ai beaucoup critiqué juste avant les militants pour leur aveuglement, leur incapacité à penser individuellement, en contrepartie, ils ont aussi une générosité, une solidarité qu'on trouve pas assez dans notre société atomisée, où les structures les plus évidentes, comme celle de la famille, tendent justement à ne plus avoir ce caractère organique qu'on lui connaît, mais avoir un caractère justement plus atomique, plus atomisé, et ce qui est bien dommage. Et un peu par réaction à ça, certains recherchent à recréer du lien social, et ce lien social, on voit qu'on le crée plus facilement dans un contre-modèle, étant donné que la construction du lien, c'est la lutte contre ce qui délie. Et ce qui délie, ouais, c'est le capitalisme et l'anthropologie qui va avec. Et alors, si cette dissidence-là, même sans révolution, même sans bouleversement politique, elle pouvait permettre de favoriser cet engagement, de favoriser cette rupture avec le déliement libéral, ce serait déjà pas mal, et ça participerait justement à un travail de préparation psychologique, alors là en termes de psychologie de masse, de préparation anthropologique vers un, bah, vers un nouvel ordre, un ordre meilleur. C'est la critique que je fais souvent quand je discute avec des amis anarchistes, c'est que, comment dire, ils avaient déjà tort hier, ils ont tort encore plus aujourd'hui. C'est un peu méchant de dire ça, mais il y a un énorme problème dans leur théorie, c'est que finalement, la société idéale qu'ils espèrent est encore plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui qu'hier, puisque comme elle est censée se mettre en œuvre sans coercition, sans direction centralisée, mais en fonction du bon vouloir et de la bonne volonté des gens,
c'est difficile parce que ces gens-là, aussi bien intentionnés soient-ils, aussi dévoués soient-ils, sont, comme nous le sommes tous dans notre génération, des fruits de cette anthropologie libérale parce que nous y sommes nés. Donc ça demande un vrai travail de remise en question, voire de rééducation. Et en plus, c'est des sociétés, dans le cas dont je parle, qui peuvent se mettre en place que avec des volontaires et encore. Donc on est hors du politique. Mais oui, voilà, là je crois que j'ai répondu à ta question. C'est vraiment ce changement anthropologique, il est nécessaire. Ces valeurs, ben, quelles sont-elles? Ben, c'est la solidarité, le sens du collectif. Au niveau individuel, c'est ben, ce que je rappellerais le sens de l'honneur, la notion de parole donnée, de dignité, de soi et des autres. Ça inclut. Alors, je ne vais pas puiser dans le registre, bon, cher à certains parce qu'il me semble un petit peu exotique, mais du chevaleresque. Alors évidemment, c'est un registre identitaire par rapport aussi à notre histoire européenne, mais qui me semble un peu exotique et un peu loin, même si je comprends très bien ce qu'il y a dans cette idée du chevaleresque et et que je le partage. C'est peut-être mettre un peu la barre haut quand même, parce que on peut, comment dire, oui, on va pas aller puiser non plus dans la martyrologie absolue, mais ce sont des choses qui nous manquent, ouais. Donc effectivement, si la dissidence peut permettre de se réapproprier ça, c'est déjà tout bénéfice. Alors voilà, donc selon toi, effectivement, il y a toute une part humaine de la dissidence et de la pensée anti-système qui devrait permettre une sorte de renouvellement de l'humain, en passant par effectivement la communauté organique, notamment, ou cette idée de partage organique des activités. Alors, toujours pour approfondir tout ça et en même temps passer par d'autres concepts qui permettent de tourner autour de notre sujet, mais en ayant toujours cette idée donc en restant sur cette dissidence. Mon dernière grosse question, on va dire, sur la dissidence. Y a-t-il et peut-il y avoir une union profonde et effective justement des dissidents? Est-ce que, comme tu l'as évoqué, l'union par l'opposition au capitalisme, l'opposition au politiquement correct, au socialisme d'État, à au gauchisme idéologique, est-ce que l'addition de ces oppositions aboutit à une union profonde et effective d'une dissidence unie? Est-ce que l'union par opposition est suffisante? Est-ce que effectivement c'est une étape nécessaire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas la dépasser? Oui, il faudrait pouvoir finir par la dépasser à partir du moment où, comme je le disais, on se qualifie comme opposant parce que forcément on se définit toujours par rapport à un pouvoir, donc d'une certaine manière comme anti. C'est un premier pas, même si dans le vocabulaire français, la plupart des anti quelque chose peuvent se traduire par des pro quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et c'est une critique que je pourrais faire à certains dissidents dont le discours n'est pas très clair, dont le discours ne montre pas vraiment pourquoi ils se battent, mais uniquement contre quoi. Et même si je peux être d'accord avec eux, au bout d'un moment, je trouve ça un peu louche parce que quand on n'entend que de la rage, quand on n'entend que de l'amertume, quand on n'entend que de la défiance, même pour de bonnes raisons, une saine indignation, bah, cette indignation n'est plus si saine si on sent pas un peu voire même beaucoup d'amour, de pitié, de sentiments comme ça, parce qu'effectivement, si je ne suis pas sensible, par exemple, à la détresse de la masse énorme des gens qui s'estiment à raison comme les perdants et les victimes de la mondialisation, qu'est-ce qui me pousse à être antimondialiste? Finalement, si je suis pas capable, et ça c'est une question que j'aimerais développer, c'est la question des rapports entre philanthropie et misanthropie. Moi, je pense que la dissidence doit être philanthrope, profondément philanthrope et même humaniste. Hein. Je reprends, là, je me rapproche par exemple là, de quelqu'un comme Marion Sigaud qui, dans son travail historique, a beaucoup contribué à réhabiliter l'humanisme que certains prenaient un petit peu à la légère comme quelque chose de bourgeois, qui annonce les lumières, de libéral, de pas intéressant. Non, non, pas du tout. Je pense que il existe un humanisme chrétien, un humanisme laïque et d'autres encore, et que c'est important de garder ça en soi parce que sinon on ne sait plus pourquoi on se bat et on le fait un petit peu avec la rage et la haine de celui qui n'a rien à perdre. Mais non, on n'a pas rien. Oui, on a les plus comment dire, ceux qui sont le plus dans la détresse sont ceux qui ont l'impression de n'avoir rien à perdre, mais c'est une figure de style. En réalité, se battre contre ce système, c'est essayer de sauver quelque chose ou alors de gagner quelque chose que l'on n'a plus ou que l'on nous a pris. Donc, à partir de là, je pense que ces frontières à dessein, les frontières de la distance doivent rester un peu floues et générales. C'est pas un signe d'imprécision c'est un signe il faut être fédérateur. Chacun ne mettra pas
le clivage central au même endroit. Certains, évidemment, on en a beaucoup l'impression ces temps-ci en les lisant, certains vont vraiment séparer le monde entre, par exemple, entre sionistes et anti-sionistes. Ce qui n'est pas mon cas. Alors moi, évidemment, j'ai une dilection très nette pour les anti-sionistes, ça c'est clair. Je sais où vont mes sympathies, mais pour moi, ce n'est pas le combat principal. Le combat principal pour moi, bon, ça en englobe d'autres bien sûr, mais c'est la question de ce qui est libéral et ce qui ne l'est pas. Vraiment mais je le dis pas comme manière absolue, hein, parce que sinon on pourrait me faire la même critique en disant oui, mais chacun défend sa paroisse, chacun se défend son beefsteak. Mais moi je pense vraiment que le cœur du problème, c'est le problème libéral. Sous son plan économique, sous son plan philosophique, sous son plan culturel, sous son plan sociétal, tout, que ce soit dans notre rapport à l'argent, que ce soit dans notre rapport à l'art, que ce soit dans notre rapport à l'autre, à la sexualité, à l'environnement, tout est déterminé par notre position par rapport au libéralisme. Et donc, quand je mets la frontière là, c'est pas une manière de tout d'un coup protéger un précaré et de dire ah bah voilà, mon petit commerce à moi, ça c'est mon épicerie à moi. Non, si je dis ça parce que c'est que je pense vraiment que c'est un problème nodal et qu'un certain nombre d'autres, et ça, je pense que les socialistes véritables pourraient être d'accord, que les nationalistes véritables pourraient être d'accord, que les écologistes véritables pourraient être d'accord, que même, tout simplement, c'est ça qui détermine notre rapport au monde. Alors, voilà, j'oblige pas tout le monde à prendre ce clivage-là. Certains, de toute façon, vont le reprendre en lui donnant d'autres termes, hein. Je vois aujourd'hui que même le terme de sionisme, certains lui donnent une extension tellement large, trop large à mon avis, mais elle est tellement large qu'elle finit par rejoindre la définition que je viens de donner. Ce qui est peut-être un abus de langage, mais ce qui prouve aussi que bah, peut-être je voyais pas tout à fait faux quand je disais ça. Mais pour revenir à cette question d'être pour et d'être contre, ça va toujours ensemble. Enfin, je veux dire, la haine est le contraire de l'amour. Ça, c'est évident. Moi, je mettrais en garde, disons, les dissidents contre l'impasse de la misanthropie. L'impasse de la misanthropie qui naît de la déception souvent, et puis finalement, où là aussi, comme je le disais, avec le dégoût du politique par exemple, de gens qui ont tellement qui ont tellement souffert, qui ne veulent plus souffrir encore et qui finissent par se carapacer, se blaser. Et là encore, c'est exactement la même chose que dans les relations amoureuses. Ça me fait d'ailleurs penser à un passage de Welbeck, je ne sais plus si c'est dans les particules élémentaires ou plateformes, mais il parle du problème des femmes qui vont noyer leur chagrin d'amour, non pas dans un pichet de bière, mais sur le divan d'un psychanalyste, qui vont chez leur psy et qui disent bah, finalement mon problème c'est que j'ai souffert parce qu'un homme m'a abandonné, parce qu'un homme m'a trompé, et que le psy dont la mission c'est d'essayer de rendre les gens un petit peu plus épanouis et moins frustrés va leur dire bah, évitez de souffrir à nouveau, donc cessez de vous engager de manière passionnelle dans une relation. Et Houellebecq finit par dire mais alors une femme qui sort d'une séance de psychanalyse est aussi impropre à l'amour qu'un vieux torchon. Et je pense que le problème de la politique, c'est pareil, c'est que ces gens déçus vont toujours garder une haine et une défiance du système, et je peux pas le leur reprocher, mais finalement n'auront plus forcément l'amour de ce qui est contre. Hein. Finalement, tu dis, mais alors, tu te bats pour qui? Bon, pour toi-même, mais à part ça. Et il y a un autre écueil, celui-là, je dirais, c'est le plus pardonnable, hein, il relève de la psychanalyse, c'est le fait de dire, bon oui, vous réagissez mal, vous surréagissez, vous vous enfermez, vous avez tort. Il y en a un qui est beaucoup moins pardonnable, qui a une dérive un peu dandy, hein, c'est voire même bobo, c'est celui qui finalement va trouver dans la misanthropie une posture, parce qu'évidemment, on a tellement d'exemples dans l'histoire, notamment au 19e et au 20e siècle, chez les artistes, chez les écrivains, on va dire ah lui, alors comment dire, il a une distance supérieure parce que finalement rien ne le touche, et ce qui crée son style et ce qui crée son élégance, ben c'est cette misanthropie, c'est qu'il attend rien des autres, c'est qu'il est au-dessus de tout. Ça vient une mauvaise lecture de Nietzsche peut nous amener là, hein, mais je pense que c'est une mauvaise lecture justement. Et puis il y a ben, tous les dandys, tous ces gens dont on dit ah finalement pourquoi ils nous font rire, pourquoi ils ont tant de style, pourquoi ils sont si justes, c'est parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils tapent contre tout le monde et que alors que justement alors que l'humaniste, alors que Rousseau va être considéré
comme un homme de sensiblerie peu viril parce qu'il s'émeut du sort des autres. Eh ben non, je pense que au-delà des effets de style et de rodomontade, je pense que c'est quand même Rousseau qui a raison. Et où on a le droit d'être misanthrope, bien sûr, mais alors à ce moment-là, la misanthropie est contre-révolutionnaire. Hein. Déjà, parce que pour deux raisons. D'une part, elle est contre-révolutionnaire parce qu'on n'espère rien, elle n'est pas constructive. Je veux dire, il n'y a pas d'optimisme, et il faut un peu d'optimisme quand même. Et elle est contre-révolutionnaire parce que ne pas aimer les gens, c'est finalement se couper de toutes les raisons de vouloir le changement. Hein. C'est l'autisme, l'égoïsme absolu, le solipsisme, c'est la chose la plus antipolitique et la plus contre-révolutionnaire, forcément. Donc, de un, il ne faut pas céder au désespoir ambiant, et de deux, il ne faut pas tomber dans le piège du style et de la posture. J'aimerais pouvoir réhabiliter la philanthropie. Hein. D'ailleurs, contrairement à ce que disent certains agents du système, notre discours n'a jamais été un discours de haine, c'était un discours d'opposition, c'est pas du tout pareil, mais une opposition parce que il y a quelque chose à sauver, parce qu'il y a des gens à défendre, et ça a des sentiments. Et moi, je le dis pas du tout dans la terminologie chrétienne qui n'est pas du tout la mienne. Moi, c'est vraiment plutôt la référence humaniste européenne, qui est la pitié, la miséricorde, la commisération, la compréhension d'autrui, sans être pour ça comme l'armée du salut ou les dames patronesses des sociétés de bienfaisance. Mais si on n'éprouve pas ça, mais alors, effectivement, ben, on fait comme certains de ces grands auteurs, on se replie dans la poésie, le pamphlet ricaneur, et finalement, un pamphlet dont le but n'est plus vraiment de dénoncer la société, mais de faire ricaner des lecteurs tout aussi désabusés. Le désespoir est l'ennemi de la révolution, ça j'en suis persuadé. Donc, être contre, c'est un bon début pour fédérer, parce que alors ça au moins c'est assez facile à voir pourquoi on se bat, mais après il faut faire un peu d'introspection pour voir quelles sont les raisons de se battre et pour quelles raisons est-ce qu'on doit le faire. Donc effectivement, selon toi, il faudrait dépasser, oui, faut exploiter cette étape de l'opposition, c'est-à-dire de la dissidence contre, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'union profonde et effective des dissidents sur une base, ne serait-ce qu'une seule, mais une base qui serait centrale et qui fonderait un petit peu une unité organique ou une unité de départ. Alors, donc dernière question sur la dissidence. Donc là, j'apporte un petit peu un concept que je trouve personnellement central et que je trouve personnellement délaissé et qui manque extraordinairement à l'assise idéologique, politique, sociale, spirituelle, traditionnelle, identitaire, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, je pense que la notion d'autorité, l'autorité, auctoritas en latin, n'est pas traitée, elle n'est pas, par exemple, si on reprend la notion d'opposition, on s'oppose par exemple à François Hollande parce qu'il manque de charisme. Donc, mais pour définir l'autorité, même si on part de Weber, c'est insuffisant. Si on critique le système par son efficacité, par exemple par rapport au chômage, bah, c'est pas parce que le système n'arrive pas voilà, à régler le problème du chômage qu'il manque d'autorité, c'est plus profond. Enfin, cette critique technique d'un système, on va dire, des patrons du système comme des ministres de l'emploi, de leur inefficacité par rapport au chômage, on voit bien que c'est insuffisant pour parler de déficit d'autorité de nos élites. Si on parle d'un autre niveau idéologique, on va trouver aussi effectivement que le politiquement correct ou le politiquement incorrect sont l'un et l'autre insuffisants pour instaurer une réelle autorité. Parce que c'est pas parce qu'on est rebelle, politiquement incorrect, sulfureux qu'on a de l'autorité. Et c'est pas non plus parce qu'on est dans la sensiblerie consensualiste, démocrateuse, démagogique qu'on est évidemment dans une autorité effective. Donc finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quelle pourrait être une autorité effective, alors que, selon moi, seule l'autorité permettrait de refonder un contre-système et que finalement, je qualifierais l'autorité de concept ultime, vraiment de concept ultime de refondation d'une nouvelle humanité non libérale, pour reprendre ton clivage central, ton concept central, non capitaliste, non economicus, si tu veux. Donc, qu'est-ce qui ferait autorité authentique? Et est-ce que finalement, nous ne sommes pas condamnés à subir des systèmes sociaux, idéologico-politiques tant que nous n'aurons pas refondé une vraie autorité qui, en quelque sorte, l'autorité, bah, c'est ce qui pose l'être. C'est ce qui pose l'être, c'est ce qui pose le libre, donc le libre, parce qu'il faut d'abord être pour être libre. Hein. Être libre, c'est d'abord être. Et l'autorité, c'est ce qui pose l'être. C'est-à-dire que c'est ce qui fait être
ou est-ce qu'il fait re-être ou renaître, si tu veux, ou qui régénère, qui fait renaître, qui ressuscite, si tu veux, dans un sens un petit peu plus spiritualiste. Donc finalement, voilà, donc qu'est-ce que moi je constate personnellement que la dissidence manque cruellement d'autorité, c'est-à-dire que c'est pas avec l'humour ni avec le charisme pamphlétaire qu'on refondera l'autorité, ni dans le ni dans le Hollande bashing, dans le politiquement incorrect qu'on refondera de l'autorité. Ce sont des étapes éventuellement à différents niveaux. Donc voilà, quelle pourrait être ta réflexion sur cette notion d'autorité que je pense personnellement fondamentale? Bon, j'ai pas un avis définitif sur la question. Dire que les milieux dissidents manquent d'autorité, c'est faire la critique inverse de ceux qui lui reprochent d'avoir quelques leadership excessifs. Et là, je serais bien emprunté pour départager ces deux critiques, puisque toute une partie et peut-être finalement les plus radicaux de ces opposants vont dire justement que les logiques de l'ancien système, enfin du système actuel, doivent être balayées de telle sorte que ce principe même d'autorité devrait être remplacé par d'autres logiques comme celle de l'autogestion, celle de rapports de pouvoir horizontaux. Alors ça, ce sera plutôt la sensibilité peut-être la plus anarchisante, mais on voit que ceux qui vivent la dissidence comme la création de contre-sociétés, il y en a notamment tout ce qui est dans le domaine du retour à la terre, avec bon ça aussi, on avait déjà ça en 68, mais tous ces gens qui recréent des communautés agricoles, campagnardes ou même des squats, ces gens-là en général, un de leurs mots d'ordre ou plutôt de leur mode de désordre, c'est évitant de retomber dans les vices du système que l'on dénonce, c'est-à-dire abandonnant ce principe d'autorité pour le remplacer par un modèle plus participatif de concertation. Évidemment, comme je le disais dans ma réponse précédente, ce modèle il a ses limites parce que pour qu'il fonctionne, et encore, pour qu'il fonctionne, il faut déjà que l'ensemble des participants soient déjà des volontaires, c'est-à-dire plus ou moins des militants, et non pas des citoyens lambda, parce que le citoyen lambda, au bout d'un moment, il va suivre de bon ou de mauvais gré un modèle. Et ce modèle, pour être suivi par des gens qui finalement ne sont pas plus engagés que ça, mais sont neutres, et devra exercer un certain nombre de principes d'autorité à travers la loi, à travers la police, à travers même peut-être des rapports de force. Pour prendre l'exemple français, parmi les gens qui critiquent le gouvernement Hollande, il y a des gens qui aimeraient disons, qui aimerait bien se passer de l'autorité du président Hollande et qui lui reprochent d'être trop oppressif. C'est notamment ceux qui attaqueront, à juste titre d'ailleurs, la politique de Manuel Valls, sa répression policière, on l'a vu par exemple dans tout le domaine des manifs pour tous, ceux qui se plaignent de voir des manifestants en prison, qui sont interpellés chez eux, verbalisés, criminalisés, eux vont dire, ah, le problème de Hollande, c'est son autorité, il faut se débarrasser de cette autorité illégitime. D'autres vont dire, ah, mais le problème de Hollande, c'est il ne sait pas tenir la France parce qu'il manque d'autorité. Et c'est pour ça qu'il est incapable de respecter la loi face au patron, c'est pour ça qu'il est incapable de surveiller les frontières face aux flux migratoires. Ces deux critiques d'ailleurs sont pas incompatibles, mais on voit que on pourra avoir dans la dissidence des gens qui disent Hollande tyran dégage, puis d'autres qui vont dire Hollande mauviette reprend les choses en main ou fais-toi remplacer par quelqu'un qui est mieux burné hein, ou quelqu'une. Et je peux comprendre les deux. C'est drôle, on retrouve ce vieux débat au début du XXe siècle dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire, où évidemment ces gens, alors là, étaient des opposants radicaux, puis qui disaient il faut renverser la République, il faut mettre autre chose, cette République est illégitime, elle nous enferme, elle nous censure. Mais les gens autour de Georges Sorel et d'Edouard Berthe disaient au patronat aussi, mais si l'économie va mal et si l'ouvrier sont exploités, c'est parce que le patronat se mêle pas de ce qui le regarde. Au lieu de faire du dialogue social, il devrait faire son boulot de bourgeois, son boulot d'entrepreneur. Et puis, ils avaient une espèce de vision, on pourrait dire constructrice, sans jugement de valeur, de la lutte des classes, où finalement chacun occupe son rôle et où une bourgeoisie plus offensive permet à la fois une meilleure croissance et une productivité, et à la fois une lutte des classes plus vive, avec des ouvriers qui deviennent des super producteurs et à la fois des super syndicalistes révolutionnaires. C'est une vision assez difficile à comprendre d'ailleurs avec lequel je ne suis pas tout à fait en accord, mais pour dire qu'on va trouver côte à côte aujourd'hui dans l'opposition des gens
qui sont comment dire, qui réclament une vraie autorité parce qu'ils trouvent que celle-ci n'est vraiment pas à la hauteur, et d'autres qui au contraire voudraient s'en débarrasser pour avoir plus de liberté. J'ai pas d'avis là-dessus parce qu'évidemment je ne suis pas un anarchiste. Néanmoins, en tant qu'individu, comme je l'ai dit avant, je ne cherche pas à avoir des maîtres, y compris dans la dissidence, donc je me passe très bien de leadership. Je me sens plus libre sans leadership, tout en ayant des références et en impression voir des gens sortir du lot, avoir la tête qui dépasse pour dire des choses qui m'intéressent. Mais ça me ramène à un des problèmes centrales de ma recherche, qui est celle de la démocratie directe. Pour résumer en deux mots, bah moi, l'autorité, disons, je dis pas la seule, mais l'autorité la plus légitime à mes yeux, c'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, pour moi, ça passe par la démocratie directe, que ce soit dans sa forme conservatrice à travers le modèle suisse, si possible amélioré sur certains points, ou que ce soit de manière plus révolutionnaire à travers certaines expériences théoriques comme celles proposées par Étienne Chouard ou d'autres. Je suis pas, enfin, j'ai pas un avis arrêté sur la question, mais je suis ça avec beaucoup d'attention et de sympathie. Mais l'autorité, pour moi, bien plus que l'homme providentiel, enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est peut-être parce que je n'en ai jamais rencontré. Mais structurellement, pour moi, l'autorité, c'est la souveraineté populaire, qui est souveraineté nationale, et elle passe par la démocratie directe, hein, que ce soit sous une forme élective ou une autre. En fait, j'aimerais te renvoyer la question, parce que je vois qu'en fait, j'ai l'impression que tu y as beaucoup plus médité que moi, et dans ta question, il y a déjà une thèse. Ça m'intéresserait de savoir, parce que je suis pas sûr d'avoir vraiment compris ce que tu avais derrière la tête en parlant d'autorité. Alors, effectivement, disons que l'autorité, comme je t'ai dit, c'est ce qui pose l'être, ou c'est ce qui permet d'être, c'est ce qui fait advenir à l'existence, et c'est ce qui, par là même, permet de retrouver une liberté d'être, donc une possibilité d'être. Donc, en fait, l'autorité, c'est ce qui donne la possibilité de. Donc, effectivement, on est dans une dissidence, enfin, dissidence, si on parle de Alain Soral, Francis Cousin, Alain de Benoît, ou Michéa, ou d'autres auteurs, ils permettent effectivement de cibler et de contrecarrer des entreprises idéologiques aliénatrices comme le libéralisme, comme le système consumériste, la publicité. Voilà, ça permet de se libérer l'esprit. Mais est-ce que pour autant une autorité est refondée? Non. Par exemple, si on prend le cas de Michéa, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui est très intéressant, très pertinent, qui a une radicalité authentique, la commande d'Essensi me semble une notion, pourquoi pas intéressante, qui a son intérêt, on va dire, mais qui me semble incroyablement faible pour refonder une autorité. C'est-à-dire, ce n'est pas par la décence commune me semble vraiment une notion faiblarde. C'est vraiment quand on est dans le concret, quand on est dans le radical, quand on est dans la rupture face au système, quand on est dans la refondation de la vie réelle, de la vie de l'être, de la vie organique, de la refondation de la vraie famille, de la vraie intellectualité, de l'excellence morale, de l'excellence intellectuelle, de l'excellence même économique, de l'excellence artisanale, de l'excellence agricole. La commande des CN6, c'est vraiment faiblard. Ou idéologique d'ailleurs, ou même politique, c'est faiblard. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je pense que cette notion d'autorité, le premier constat, même avant de poser ma conception de l'autorité, que je pourrais développer encore plus, c'est que cette notion n'est pas traitée en elle-même par la dissidence. Ça reste un point aveugle, c'est-à-dire qu'on constate, tout le monde constate, converge vers l'idée que notre système manque d'autorité, manque de légitimité, que ce soit au niveau de la compétence politique, de la compétence économique de nos chefs, voilà, qui n'arrivent pas à faire baisser le chômage, qui n'arrivent pas à telle chose, ou qu'il faut, quand ils renflouent les banques, au lieu de fonder un système bancaire un petit peu plus efficace, etc. Mais finalement, on n'arrive pas au principe, quoi, à la cause des causes. Comme le dit Chouard, effectivement, moi enfin, j'assimile cette réflexion de Schwarz sur la cause des causes avec l'autorité. L'autorité, c'est précisément ce qui pose la cause des causes comme étant ce qui rend possible l'être libre. Maintenant, je comprends mieux ce que tu voulais dire. Pour répondre sur la common decency de Michéa, alors je suis tout à fait d'accord avec ta critique. En fait, Michéa t'a répondu par anticipation dans son dernier livre, qui est le recueil d'entretiens qu'il a fait avec Jacques Julliard, qui s'appelle La gauche et le peuple. Ah, il le dit alors presque textuellement, la common decency ne fonde pas la révolution, le socialisme ou ce que tu veux, la nouvelle société. Elle ne fonde pas, elle est un préalable nécessaire. Donc elle est une condition nécessaire mais non suffisante. Ça c'est clair. Je veux dire, lui-même qui est féru de littérature marxiste et donc économiste, il se rend bien compte que c'est pas autour d'une vague notion éthique qu'on va faire la révolution. Mais il considère
comme pouvait le considérer Gramsci ou disons toute la série des néo-marxistes qui ont compris que l'économie n'était pas tout. Ils considèrent que il ne faut pas changer uniquement les structures des rapports de production, des rapports capital-travail, mais aussi des structures anthropologiques de l'homme. Et pour ça, c'est parce que c'est comme le terreau, hein, c'est le terreau humain sur lequel va se greffer le changement, de façon à ce que de un, il puisse avoir lieu, et de deux, qui puisse se faire de manière plus ou moins libre et volontaire, et pas contre la volonté des gens qui seraient anthropologiquement rétifs à des formes de solidarité imposées, par exemple. Donc la common decency, pour ça, il a tout à fait raison de la défendre, mais ça ne fonde pas une politique. Je crois que c'est Julliard qui, si je me souviens bien, faisait cette critique à Michel en disant la common decency c'est bien joli, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une utilisation conservatrice, contre-révolutionnaire de cette notion, dans la mesure où finalement, à force d'exalter les vertus populaires comme vertus des classes populaires, ce soit une manière de maintenir les gens dans ces classes-là, parce qu'il y aurait finalement une forme d'identité de classe dont il serait impossible de sortir et donc impossible de s'émanciper socialement, parce que finalement, si on valorise quelque chose qui est le propre des plus démunis en disant que justement ça leur est caractéristique, alors à ce moment-là, on doit pas souhaiter s'enrichir, puisque s'enrichir, ce serait se pervertir. C'est pas ce que dit Michel, bien sûr, mais on peut se faire la critique parce qu'en disant si entretenir ces vertus morales, c'est empêcher d'être à armes égales avec les bourgeois, les salauds, parce que nous on vaut mieux que ça, donc on va pas leur faire des coups de pute, mais on va bien se comporter. Bah alors là, le monde ne changera pas. Et ce serait le contraire d'une politique machiavélienne, et ce serait dommage. Mais ça, on retrouve ça en germe. Après, le socialisme a réfléchi sur ça, donc a essayé de dépasser. Mais avant le socialisme, dans la pensée, je dirais, socialisante, on trouve ça en germe. Robespierre avait une phrase qui, qui peut faire penser un peu à ça, et je pense que lui-même n'était pas allé si loin dans la réflexion, mais il disait au sujet du problème des inégalités sociales, il s'agit moins de proscrire la richesse que de rendre la pauvreté honorable. Donc là, c'est un discours moralisant, éthique, en disant mais un discours un peu d'ascète, d'ermite, en disant ah mais finalement c'est très digne d'être pauvre, il faut arrêter de stigmatiser les gens parce qu'ils ont rien. C'était une manière de dire il n'y a pas que le matériel qui compte, il n'y a pas que la richesse qui compte, on peut être, il y a d'autres qualités humaines. Et il avait raison, mais on peut avoir une lecture de cette phrase qui est une manière de dire oh ben les pauvres, vous avez entendu, vous êtes honorables, donc restez dans cette situation, maintenez-vous dans votre pauvreté, et je ne pense pas, en tout cas il est évident que c'est pas ce que Orwell voulait en parlant de la common decency. Ça, c'était pour la petite précision. En ce qui concerne le principe d'autorité, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Là où je serais de ceux qui pensent que le pouvoir actuel manque d'autorité, combien même c'est une autorité que je conteste, c'est que c'est par exemple la perte d'autorité du politique par rapport à l'économique. On a parlé de l'État, on a parlé de François Hollande. Ben oui, si on voit qu'un État n'est pas capable de protéger ses frontières, si on voit qu'un État se fait dicter son agenda par les marchés, alors oui, quel que soit cet État, aussi détestable, aussi pourri soit-il, il manque d'autorité. Et c'est difficile de dire ah le gouvernement Valls on aimerait le voir plus fort. Il fait un tel mauvais usage de sa force que ça me brûle la bouche de dire une chose pareille. Mais on aimerait le voir plus fort dans la mesure où le politique, qui aussi imparfait que soit-il dans cette cinquième République, est censé quand même être plus ou moins une émanation civique, puisse reprendre le pas sur le capitalisme qui lui non qui lui est l'émanation d'un petit nombre d'investisseurs et de spéculateurs, ce qui est pire entre deux mots je dirais le politique est le moins pire. Donc à partir de là, alors oui, je suis pour la réaffirmation forte de l'autorité du politique sur l'économique, et dans l'idéal cette autorité du politique elle devrait avoir une légitimité démocratique véritable. Je reprends le constat d'absence de vrai d'autoritarisme, on va dire d'autoritarisme idéologique, qui est typiquement gauchiste de l'État, face à son incompétence ou à son impuissance, et et en parallèle de son incompétence et de son impuissance face à l'économique, on est typiquement dans un modèle d'autorité politique qui verse dans l'autoritarisme tyrannique. Donc en fait, c'est la définition de la tyrannie, c'est le pouvoir qui est au service du pouvoir, un pouvoir qui aujourd'hui est uniquement idéologique. On voit que en fait, les politiques sont dans l'idéologie et pas du tout dans le pouvoir, dans le pouvoir économique. C'est-à-dire que dans la canalisation de l'économie au service du peuple, pour la souveraineté du peuple, mais au service des riches, des pouvoirs économiques indépendants du politique.
Donc on est en fait dans une tyrannie économiste, on pourrait dire. Alors, donc si on essaye un petit peu d'avancer notre débat sur quelque chose qui est un peu plus particulier, qui est ton rapport à Alain de Benoît, qui va nous permettre de préciser un petit peu l'apport de cet auteur et de, et de sa diffusion de ses idées. En quoi Alain de Benoît est-il autre chose on va dire, qu'un penseur conservatiste, réfléchi et érudit? En quoi est-il au-delà d'un néoconservatisme, néoconservatisme pas dans le sens américain, mais dans le sens, on va dire, sain et européen, mais finalement, est-ce qu'avec De Benoît, on est au-delà du conservatisme, bien compris, bien entendu et sain? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser ce conservatisme? Voilà, je vais répondre avec beaucoup de pincettes, parce qu'évidemment, cette question-là, c'est à Alain de Benoît qu'il faudrait la poser, pas à moi. Moi, je m'exprime déjà en tant que lecteur, simplement, hein, parce que de toute façon, ce qu'il peut dire en privé sur ses idées n'est pas différent de ce qu'il y a dans ses livres. Alors, quand tu dis quelqu'un érudit et réfléchi, alors oui, je, j'atteste que c'est le cas. Conservateur ou néoconservateur, alors non, pas du tout, alors vraiment pas. Je veux dire, alors là, s'il y a bien et ça, c'est drôle parce qu'au début, on pouvait penser que ce ne serait pas le cas, mais le profil du conservateur dans la dissidence est très rare finalement. On va le trouver chez certains catholiques. Et encore, est-ce que dans la France actuelle, est-ce que c'est conservateur qui est catholique? Déjà, ça se discute. Mais en plus, bon, de Benoît ne l'est pas parce qu'il est pour un dépassement de ça. Alors qu'on le traite de réactionnaire, admettons. Qu'on le traite de révolutionnaire, admettons, je pense que c'est deux critiques enfin critiques ou éloges qu'on peut défendre. Conservateur, c'est vraiment difficile parce que je veux dire, il suffit déjà lire ses livres, mais simplement lire Crisis, Nouvelle École, Éléments pour voir que la ligne directrice de toutes ces critiques protéiformes, c'est la critique du monde moderne. Et déjà être anti-moderne ou anti-postmoderne, ben déjà c'est ne pas être conservateur. Ça peut être un dépassement de la modernité par une vision révolutionnaire, ça peut être une nostalgie, et la nostalgie n'est jamais conservatrice, elle est forcément réactionnaire. Donc là vraiment, il est pas plus conservateur que ne peut l'être. Ça, c'est souvent quelque chose, par exemple, qu'on dit au sujet de Zemmour. Hein, on lui accole souvent ça, et lui s'en est défendu, et il a raison. Zemmour non plus n'est pas un conservateur. Je les mets pas au même niveau, je les compare pas. Ils ont des idées fort différentes, mais aucun des deux n'est conservateur. C'est c'est difficile de mettre une étiquette sur de Benoît parce que bon déjà il a une œuvre longue, une œuvre qui prend des formes différentes tout simplement parce qu'il touche à des sujets. Enfin ces dernières années, il a été capable de parler de l'écologie, de la crise financière, de l'histoire du syndicalisme révolutionnaire, de la question animale, de la théorie du genre et puis encore récemment, bah là il a fait il a rappelé l'itinéraire de révolutionnaire conservateur allemand. Là, du coup, ben, ça nous dit quelque chose. La notion de révolution conservatrice, je pense, lui est assez sympathique. Encore faut-il voir sous quelle lumière et dans quelle perspective. C'est évidemment pas moi qui vais répondre à sa place, mais il est difficilement classable. Et de fait, il y a eu une évolution. Pour prendre une anecdote, moi, quand je l'ai découvert, je l'ai découvert avec un livre qui date un peu, je crois qu'il est sorti en 75. C'est le livre qui s'appelle Europe tiers-monde, même combat. C'était à l'époque où j'étais moi-même assez engagé à gauche et sur ces sujets-là, je lisais souvent Jean de Sigler, qui est donc un de mes compatriotes qui a travaillé à l'ONU et qui est un bon connaisseur des questions de la fin dans le monde et du tiers-monde. En lisant Europe tiers-monde, même combat de ce de Benoît que je ne connaissais pas, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être une sorte de Sigler français, un tiers-mondiste, anti-impérialiste, qui soutient les luttes de libération nationale de ces peuples et dont la thèse finalement c'était le fait de dire nous subissons des formes d'impérialisme et de colonialisme différents entre l'Europe et le tiers-monde, l'Afrique, l'Asie, qui prennent des formes économiques et culturelles différentes, mais qui existent dans les deux cas. On peut imaginer une certaine unité dans la logique un peu des non-alignés. Alors bon, c'est pas vraiment une logique conservatrice, c'est certainement pas une logique de droite. À bien des égards, même s'il n'utilise pas forcément le mot pour le revendiquer lui-même, moi je vois beaucoup de socialisme chez Alain de Benoît, déjà dans sa critique cohérente, radicale et fondamentale du capitalisme et du libéralisme en général, et dans ses sympathies, que ce soit pour Proudhon, que ce soit pour tout mouvement syndicaliste révolutionnaire sur lequel quand même il a beaucoup écrit. Il y a notamment son excellent livre sur Berthe ou bien la préface d'une réédition des Cahiers du Cercle Proudhon chez Avatar. Je pense pas qu'il souhaite se mettre une étiquette parce que c'est s'enfermer que de se mettre une étiquette. De mon point de vue, on est plus proche d'une pensée socialiste que conservatrice. Et les deux ne sont pas inconciliables. Mais être conservateur aujourd'hui, c'est défendre le système tel qu'il est et ne pas vouloir qu'il évolue. Et des conservateurs, il y en a beaucoup, mais ceux-là, ils ont
leurs entrées sur les plateaux télé, il n'y a pas de problème. Dans la dissidence, que ce soit de Benoît ou tous les autres, franchement, j'ai peine à citer un seul conservateur cohérent. Et je pense pas qu'il soit souhaitable d'être conservateur. J'ai utilisé effectivement ce terme de néoconservateur européen réfléchi et érudit dans le sens précisément de la révolution conservatrice allemande. Et dans le fait que, effectivement, puisqu'on ne trouve pas de mot, peut-être que c'est celui-là qui est le bon mot, conservatisme dans un sens réfléchi et érudit, c'est-à-dire qui prend en compte le socialisme, qui prend en compte le... Voilà. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, selon moi, il n'y a pas de conservatisme, hein, il y a on peut dire ce que vous disiez, je crois, assez bien dans la conférence sur la gauche et la droite. Il y a une gauche du capital et une droite du capital, ou une gauche du libéralisme capitaliste et une droite du libéralisme capitaliste, mais qu'il n'y a pas de conservatisme, et qu'effectivement, on ne peut pas appeler conservatisme la conservation du système, puisque précisément le conservatisme, euh, du moins, pourtant je ne suis pas spécialement conservatiste, mais si on a une définition à peu près saine et honnête, bien intentionnée et lucide d'un vrai conservatisme, c'est un conservatisme qui conserve le meilleur et qui n'inclut des nouveautés, des innovations, que si elles sont au service de la conservation de la vie du peuple, de la souveraineté du peuple, de la culture du peuple, de tout ce qui est de l'héritage culturel, intellectuel, agricole, artisanal, enfin tout ce qui est tout ce qui est la culture humaine, tout ce que la société a fait de bon. Et donc à ce niveau-là, je plaçais De Benoît dans effectivement dans la totalité, dans la globalité vraiment plurielle, éclectique. Hein, vraiment, De Benoît est quelqu'un que je classerais dans une sorte d'éclectisme conservatiste, on va dire. Je classais donc justement De Benoît plutôt dans un néoconservatisme, puisque c'est une pensée qui inclut la nouveauté et l'analyse de la nouveauté, donc néo, pas néocon, néocon au sens des Américains, qui est évidemment comme tout ce qui est, enfin, comme tout ce qui est américain à ce niveau-là, est vraiment du bas de gamme. Alors maintenant, une partie qui est peut-être un peu plus importante selon moi, et qui est un peu le gros de ce que j'avais prévu de discuter, de débattre avec toi, c'était la tradition. Donc le rôle de la tradition, de la religion, de la spiritualité dans la dissidence, dans la culture européenne. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut pas dire que justement cette unité qui manque à la dissidence et ce manque d'influence de la dissidence, parce que bon, par exemple, si on prend Dieudonné, qui est un fer de lance quand même qui a été considéré comme un des ennemis publics numéro un par Valls et par Hollande quand même, de manière publique et jusqu'à l'Élysée, hein, publiquement. Est-ce que cette dissidence que représente Dieudonné ne restera pas apathique, sans énergie, sans unité et sans influence, tant qu'il n'y aura pas un foyer de croyance spirituelle? Donc là, on est dans quelque chose que Alain de Benoît ou toi, par exemple, ne prenez pas trop en compte. Apparemment, vous voulez l'éviter et je comprends d'ailleurs les raisons pourquoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sens du sacré, un sens de la transcendance qui permettrait justement de retrouver une unité dans cette dissidence? Effectivement, le problème aujourd'hui dans un monde multiculturel comme le nôtre, c'est que ce référent spirituel risque d'être davantage facteur de division que fédérateur, puisque bah là, du coup, l'exemple de l'expérience soralienne nous donne l'exemple du rassemblement de gens qui se réunissent derrière des combats, je dirais, de type civique, politique, patriotique, mais certes pas religieux, parce qu'on va y trouver des gens d'origine spirituelle extrêmement différente. Et je trouve que sa plus grande réussite, c'est peut-être de les avoir réconciliés, justement, au-delà des espérances du projet de base tel qu'il avait été pensé. Et je pense que ça, c'est très bien. Et là, on risquerait justement à nouveau de se diviser, comme en rêveraient sans doute nos ennemis communs, sur des critères religieux, comme certains se divisent et se disputent sur des critères ethniques. Et on sait, l'histoire nous a prouvé quand même que souvent, c'était une manière pour le pouvoir de noyer le poisson en disant, bah voilà, à l'intérieur d'une classe populaire, à l'intérieur d'un peuple, les gens se livrent à la guerre civile, comme ça, nous qui n'avons ni religion, ni couleur, ni odeur, comme l'argent, eh ben, on peut faire notre petit business, parce qu'il faut bien se rendre compte que les gens qu'on attaque, les gens qu'on conteste, eux, quelles que soient leurs origines religieuses, hein, on parle souvent de la surreprésentation de certaines communautés, certes, mais je ne pense pas que la foi ou la fidélité
à une croyance soit au cœur de leurs préoccupations. Hein. La foi en l'argent est beaucoup plus forte, et ça, aussi dégueulasse soit-il, c'est aussi fédérateur. Donc je me méfierais de ça. Alors du point de vue tactique, c'est ça qui m'embêterait. Ce serait que finalement, même si tout ça est honorable et beau, c'est que ce soit que ça divise plutôt que ça rassemble. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, tout théoricien, tout penseur, tout auteur est tributaire de sa propre individualité et a tendance à penser l'humanité comme une multiplication de soi. Ça, c'est inévitable. Dans mon cas individuel, moi qui ne suis pas croyant ni pratiquant, eh ben, j'ai beau avoir plutôt de la sympathie et du respect pour un certain nombre de religions, ben, j'ai de la peine à me projeter dans l'autre comme autre croyant. Donc du coup, c'est vrai que j'ai peut-être tendance, c'est un défaut, mais à exclure cet aspect-là de mes réflexions parce que j'arrive pas à y entrer dedans, ou alors de manière tellement théorique que ça n'apporte rien, que ce n'est pas réaliste. Du coup, bah, j'ai tendance à avoir plutôt une dialectique qui est fondée sur la raison, sur l'idée de se réapproprier la réflexion, l'analyse pour éviter de tomber dans le piège de pensée un peu pavlovienne, sans pour autant taper dessus, parce que de toute façon taper dessus, ce serait, alors là, du coup, ce serait contre-révolutionnaire, parce que tout le monde le fait déjà. Hein, je veux dire, je suis pas de ceux qui vont taper sur le pape ou sur l'église. C'est pas, déjà, je trouve ça indigne, c'est enfoncer des portes ouvertes. Je l'aurais peut-être fait au 19e si ça se trouve, selon le combat. Mais là, vraiment, c'est le combat anti-religieux, pour dire clairement les choses, en Europe, est anachronique. Voilà, si j'étais un libre penseur en Afghanistan, je penserais sans doute autrement. Mais là, en tant que Suisse dans l'Europe de 2014, je vais pas aller manifester contre le pape quand même. Ça me semblerait complètement. Même si je pourrais trouver des raisons, mais ce serait faire le sale boulot pour les puissants dont je ne fais pas partie. Donc déjà, pour dire que je n'ai aucune animosité anti-religieuse. Après, j'ai des querelles philosophiques avec les religieux, parce que pour moi, être européen, c'est pas forcément être chrétien, mais c'est aussi s'inscrire dans une tradition du logos aristotélicien, du logos platonicien, qui passe ensuite par Descartes, par Spinoza, par toute une. Je dirais pas que c'est uniquement européen, mais c'est quand même quelque chose qui nous est assez spécifique par rapport à d'autres civilisations qui sont plus dans le mystique. Alors là, c'est un débat philosophique et dirais, je mettrai pas ma peau sur la table pour ça, comme dirait Céline, parce que vraiment, c'est pas l'enjeu. Ayant fréquenté, par exemple, les cercles de R, ben, j'ai eu des échanges tout à fait cordiaux et constructifs avec des catholiques et avec des musulmans pour prendre la majorité des. Voilà. Euh, je dis pas qu'il faille le dépasser forcément, je dis que moi je le fais en tant qu'individu sans donner en la matière des conseils aux autres. Mais c'est un débat que j'ai eu il y a quelques mois avec Farida Belgoul au sujet de l'opposition que nous partagions contre la théorie du genre et je salue d'ailleurs toujours le combat qu'elle mène pour avoir fait justement pour avoir créé cette espèce de mouvement de contestation comment dire, à l'égard des réformes scolaires en France. Hein, je connais peu, mais je vois un petit peu de quoi il s'agit. Et elle, évidemment, elle qui est une croyante, qui est une femme de foi, elle le faisait sur une base musulmane. Elle tendait la main à ces catholiques pour créer une jonction, ce qui est déjà mieux que pas de jonction du tout, hein, parce que la réconciliation catholique-musulman me réjouit, mais moi qui ne suis ni l'un ni l'autre, je pense qu'on peut tout à fait tomber d'accord avec elle, s'opposer à la théorie du genre et à plein d'autres choses, au capitalisme, à la réduction matérialiste, parce que être néo-marxiste, comprendre des rapports économiques, ça ne veut pas dire s'enfermer, comme le disent justement les tenants de la réaction, s'enfermer dans le matérialisme. Il y a un écueil, mais on n'est pas obligé de tomber dedans. D'où Gramsci, d'où Michéa, d'où Orwell, d'où tous ces gens finalement qui ont gardé cette idée de conscience de classe, de réalisme social, sans réduire tout au rapport marchand. Ça, évidemment, l'homme n'est pas qu'un producteur-consommateur. Mais j'ai peur que tout d'un coup, comme on le disait avant au sujet de l'idéologie de la révolution individuelle, que finalement l'indignation religieuse, d'où qu'elle vienne, soit une forme réactive de révolution individuelle, et finalement s'enfermer dans ses principes et ne pas agir sur l'ordre des choses, sur l'ordre politique. Voilà, voilà, je suis pas athée hein, non plus, parce que l'athéisme c'est une affirmation de foi aussi. Hein, ça, en fait, je comprends encore moins les athées que les croyants, parce que les croyants consacrent leur temps, par exemple, à prouver l'existence de Dieu ou à en parler, même si je ne suis pas d'accord, ben, ils sont cohérents parce que c'est au centre de leur vie, mais que les athées passent autant de temps
à affirmer la négation d'un Dieu dont ils prétendent qu'il n'est pas important pour eux et qu'il ne compte pas et qu'il n'existe pas. Alors là, il y a un hiatus voilà, bah moi je ne suis pas, la question de Dieu m'intéresse peu, je suis indifférent, donc du coup j'en parle peu, mais c'est sans aucun mépris, ni sans aucun paternalisme à l'égard de ceux qui croient. Moi je serais dans l'optique de tendre la main à tous ces gens-là, mais que la foi de chacun ne soit pas une barrière à la fédération de gens qui, malgré leurs différences, ont des objectifs communs. Alors, donc effectivement, on voit se développer, même de manière encore trop implicite, encore imprécise, cette notion de convergence, de front de la foi, ou de front de la foi élargi aux gens sans foi, on va dire, aux gens agnostiques, qu'appelle de ses voeux notamment Farid Abelgoul, et qu'appelait également de ses voeux, mais de manière imprécise et pas encore très affirmée, même des gens comme Alain Soral. Donc tout cela reste effectivement très intéressant, mais encore au niveau du discours, et on attend quel est à la fois le véritable fondement de ce front de la foi, parce que effectivement, si on est dans le pur humanisme ou le pur l'antisystème, voilà, tout ce genre de choses, ou le conservatisme, dont on parlait tout à l'heure, ou le conservatisme par exemple, la conservation de la famille par rapport à la théorie du genre, est-ce qu'il ne nous manque pas peut-être quelque chose qui serait éventuellement ce que j'appelle ici donc la tradition. Donc, pour revenir à cette notion de tradition, la tradition, selon toi, est-elle une notion importante ou pas? Quelle définition lui donner? Est-ce que tu ne trouves pas que cette notion de tradition, enfin, moi je la trouve, donc tu me diras si tu la trouves ou pas pertinente. Alors, je vais définir le terme pour que tu partes quelque chose effectivement de plus défini et pas dans le flou, puisque effectivement j'ai des arrière-pensées forcément. Donc la tradition, c'est au départ le principe de transmission. Donc la transmission, on va dire que c'est au sens matériel, transmission des gènes quand on transmet la vie, transmission d'un patrimoine, d'un héritage quand on transmet au niveau des biens matériels d'une génération à l'autre. Transmission culturelle, ça devient déjà de la tradition puisque c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus on va dire, spirituel au sens très large, abstrait si tu veux. Et donc on passe du côté de la tradition qui finalement est ouais, un des éléments qui est au centre de l'humanité, puisque à partir du moment où il y a eu une tradition, que ce soit dans une conception du monde, de l'histoire évolutionniste ou traditionnelle, justement, puisqu'elles sont opposées, à partir du moment où il y a eu tradition, par exemple tradition des cultes mortuaires, tradition religieuse, tradition ou même tradition culturelle, artisanale, quand un artisan a transmis la méthode de la pierre taillée, ou je ne sais pas, d'un point de vue préhistorique moderne, dès qu'il y a eu tradition, il y a eu humanité. Donc la tradition fait l'humanité, et la tradition fait d'ailleurs autorité, ou l'autorité fait la tradition. Donc il y a quelque chose avec cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc cette notion d'autorité et de tradition me semble l'une et l'autre extrêmement délaissées par la dissidence, ou si elles ne sont pas délaissées, elles sont facilement passées sous silence ou englobées dans un ensemble de termes qui effectivement manque d'autorité, manque de tradition, négation de la tradition, etc. Donc peut-être si on revient aux fondamentaux, par exemple la culture vestimentaire, la culture culinaire, la culture économique, si on s'en tient à ces formes de tradition, c'est-à-dire que oui, la mondialisation remet en cause nos traditions locales, nos traditions de culture, nos traditions culinaires, est-ce que on est vraiment dans la multiplicité des formes externes et superficielles de la tradition, mais dans une sorte de tradition, et là je vais invoquer René Guénon, qui est un auteur selon moi fondamental, quoi qu'il en soit. Alors faut pas me dire qu'il a été musulman et que donc voilà, faut pas le dire parce que ça commence à m'énerver, étant donné que dans aucun de ses livres, il n'invite à se convertir à l'islam. Et dans aucun de ses livres, il ne met en avant Mahomet, il ne met en avant, voilà, mais pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se fonde pas du tout sur la théologie musulmane, il ne se fonde pas sur la charia, c'est vraiment la tradition pure, dans un sens vraiment très, très spirituel, très intellectuel, puisque lui, il parle par exemple d'une notion très importante chez lui qui est de l'intellectualité pure. Pour lui, la tradition, avec un grand T, c'est l'intellectualité pure, qui est à la fois à l'origine des pensées, des idées, des cultures, des religions, voilà, tradition primordiale, si tu veux, des, des métaphysiques, et des autorités, et même de l'autorité politique. Voilà, maintenant que je t'ai défini la notion de tradition, est-ce que cette notion de tradition est selon toi importante, ou est-ce qu'elle est à nuancer, ou est-ce que
Comment tu la trouves traitée aujourd'hui dans la dissidence? Voilà. Alors évidemment, je suis beaucoup plus sensible au terme de tradition qu'au terme de foi. Le terme de tradition, on peut déjà le prendre dans un sens purement historique. Il ne nécessite pas forcément une transcendance. Il est respectable en soi, d'ailleurs, en tant que tel. Il n'y a pas besoin d'y mettre nécessairement du mystique. Et la tradition ramène au conservatisme. Alors finalement, je pourrais nuancer le propos que je faisais avant au sujet d'Alain de Benoît, mais que je pourrais faire à mon propos, à moi. C'est-à-dire que oui, ben, tu t'as donné d'exemple, par exemple, la défense du savoir-faire culinaire face à la mondialisation de la malbouffe, hein, c'est quelque chose dont on parle souvent. Bah, oui, j'imagine que vouloir défendre le terroir, c'est quelque chose, c'est une attitude conservatrice et c'est la défense d'une tradition. Et ça, alors, en ce sens-là, je l'assume tout à fait. Comme tu le dis bien, ça c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on pense pas souvent parce que c'est implicite, mais la tradition fonde l'autorité. Et d'ailleurs, dans les débats intellectuels pour valider comment dire, pour ouais, valider la légitimité de quelque chose, on y fait sans cesse recours, avec plus ou moins de scientificité, avec plus ou moins de révisionnisme d'ailleurs, mais dans les débats linguistiques autour de la langue française qui ont eu lieu depuis longtemps, bah, par exemple, certains linguistes jadis voulaient absolument présenter le peuple de Troie comme l'ancêtre des premiers locuteurs, enfin, les ancêtres des francophones, ce qui est complètement fantaisiste, mais le seul but de cette démonstration, c'était d'entériner la légitimité de quelque chose en ancrant dans le passé. Ancrant dans le passé, ça veut dire renforcer la tradition, parce que plus elle est longue, plus elle est traditionnelle, hein, parce que tout peut devenir tradition, encore faut-il avoir le temps, et rendre quelque chose traditionnel, c'est-à-dire culturellement enraciné fortement et depuis longtemps, c'est presque, j'allais dire, c'est complètement contradictoire, mais c'est presque le naturaliser. En réalité, entre la nature et la culture, c'est une différence qualitative. Bien sûr, c'est deux choses opposées, mais mais dans l'esprit des gens, dans la persuasion, on a presque l'impression qu'au bout d'un moment, c'est une différence quantitative. On se dit, ah oui, mais alors si une chose existe depuis si longtemps, c'est presque comme si elle relevait non plus de l'histoire, mais de la biologie, ce qui est faux. Mais c'est l'impression que ça donne. Et on le voit, par exemple, dans les débats aujourd'hui autour du féminisme et de la théorie du genre un certain nombre de féministes qui sont d'ailleurs souvent assez intéressantes, même s'il faut toujours examiner le sérieux de ce qu'elles disent, mais celles qui défendent le matriarcat, et là franchement, alors c'est un truc sur lequel je ne me prononcerai pas parce que c'est des débats qui ont toujours lieu parmi les spécialistes de la préhistoire. Rien n'est sûr, on en parlait déjà avec Engels, avec Barofen, ensuite avec les féministes du XXe, du XXIe, mais beaucoup d'anthropologues et d'archéologues et surtout de spécialistes de la préhistoire ont dit, ah mais regardez, les premières sociétés étaient matriarcales et Engels ajoutait matriarcal et communiste. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est difficile à dire l'instant, mais on sent bien que derrière cette recherche scientifique ou pseudo-historique, il y a une volonté militante, parce que si les premières sociétés étaient matriarcales, c'est qu'il y a une tradition qui légitime le fait que la femme reprenne un certain pouvoir. Si les premières sociétés étaient communistes, c'est qu'il y a une tradition qui fait que le communisme, c'est pas une invention née un truc farfelu né des cerveaux du 18e ou 19e siècle, mais qu'en fait, on l'a expérimenté et que ça n'a pas trop mal marché. Et c'est une manière de naturalisation déguisée. Parce qu'évidemment, tout ça n'est pas dans la nature de l'homme, c'est dans la société. Mais des formes si anciennes de la société. Pour te donner encore un autre exemple, j'ai un ami qui est un écologiste radical, qui est antispéciste et végétarien, enfin tout ce qu'on peut imaginer de plus radical, et il prétend que les premiers hommes étaient végétariens et qu'à un moment, au moment de la découverte du feu, qu'ils ont commencé à cuire la viande, ils se sont rendus compte que c'était comestible, qu'on peut la manger, qu'on est devenu omnivore, mais que ça nous a rendu malades, que ça a développé les cancers. Enfin, tout ça est à vérifier, j'y connais absolument rien, mais je sais que le but politique, le but, je dirais, charismatique de ce genre de discours, c'est le fait de dire traditionnellement, l'homme serait végétarien, ou communiste, ou matriarche, ou tout ce qu'on veut. Donc tout ça pour dire que la tradition, attention, il faut s'en méfier parce qu'elle peut être instrumentalisée, mais ça convainc les gens. Et je pense qu'il y a et puis de toute façon, elle est relative parce qu'une tradition arrive par des hasards historiques, hein, quels qu'ils soient. Mais au bout d'un moment, on est obligé de faire avec, et des fois, on défend les choses non pas parce qu'elles sont objectivement meilleures, on est incapable de le dire, mais parce que au moins, il y a une base sur laquelle on repose, et je pense que c'est pour ça que je comprends tout à fait les traditionalistes catholiques qui vont entériner un certain ethos, un certain mode de vie, une certaine tradition, parce que ça fait des siècles que l'Europe vit dedans. Et alors ces traditions, c'est pas les miennes, philosophiquement, c'est pas celles
auquel j'adhère le plus, mais j'en suis quand même le fruit en tant qu'Européen né à la fin du XXe siècle. Et je pense et je pourrais même les rejoindre sur certains points en disant mais on n'est pas là pour juger de leur validité parce que leur légitimité elle est attestée dans les faits et dans l'histoire. C'est pas on nous demande quelque part il ne s'agit pas de donner son avis et de philosopher à l'infini là-dessus. Il s'agit de voir quelle légitimité ça a. Et quand on débat avec des gens qui défendent la théorie du genre, c'est toujours ça le problème. À partir du moment où ils ont réussi à nous prouver que quelque chose est culturel et non pas naturel, et dont les rapports hommes-femmes, bah, il est clair que oui, le genre existe, oui, beaucoup de choses sont culturelles et ne dépendent pas de la biologie. Une fois qu'on a prouvé ça, on n'a encore rien dit. Enfin, on a prouvé quelque chose sur le plan de la vérité, sur le plan de la science, mais on n'a encore rien prouvé en termes de projet politique. Or, ces chercheurs ou ces chercheuses, bien souvent là, vont dire que puisqu'on a prouvé que c'était culturel donc relatif, ça veut dire qu'on peut le changer. Oui, on peut. Bah oui, bah je pense que ce qui est en train, les désastres qui sont en train de se faire dans l'éducation nationale et dans la propagande d'État autour de la théorie du genre sont la preuve qu'on peut. Mais est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'il est bien de le faire? Je veux dire, est-ce qu'on peut transformer complètement les codes de genre et transformer les petits garçons en petites filles inversement? Je pense qu'on peut le faire techniquement, malheureusement. Est-ce à dire qu'on doit le faire? Et c'est toujours un peu le même problème. Donc, dans le doute, de manière générale, moi qui n'ai pas de croyance religieuse, souvent j'ai des avis assez précis sur les choses, quand je n'ai pas d'avis, et ça m'arrive, ben j'ai tendance à me référer à un critère auquel j'ai une confiance qu'on pourrait presque dire religieuse, mais pour moi c'est pas ça, c'est la nature. C'est la question que je me suis posée par exemple pour savoir si je souhaitais avoir des enfants alors que je ne me sentais pas d'instinct paternel particulier. Je dis bon, il se trouve que les hommes et les femmes sont faits pour faire des enfants, j'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais la nature en général ne nous trompe pas, la nature est bonne, je pense que la nature est bonne, ça c'est ma transcendance à moi. Et quand il n'y a pas la nature, ben c'est quoi le deuxième niveau? C'est la tradition. En ce sens-là, je serais assez traditionnaliste et je pense que oui, alors là, je te rejoins. La tradition, c'est pas un domaine sur lequel il est forcément pertinent de philosopher et d'émettre des jugements de valeur. C'est un débat uniquement sur la légitimité et la légitimité, c'est le temps long et c'est l'histoire. Et c'est pour ça, par exemple, moi je m'estime socialiste, par exemple, mais j'ai un énorme respect pour feu Hugo Chavez, qui avait, pour moi, qui est supérieur à bien d'autres socialistes historiques comme Lénine. Bon, il faut dire que l'histoire l'a aidé. Je veux dire, il y a eu des expériences historiques qu'il a évité de refaire certaines erreurs du communisme historique. Mais la grande supériorité de Chavez sur des gens comme Lénine ou Mao, c'est qu'il s'est dit, le socialisme, si on veut pas devoir l'imposer de manière despotique, il faut laisser tomber cette idée absurde et totalitaire de la table rase qui a par exemple créé toutes les persécutions religieuses contre les orthodoxes, ou bien même déjà contre les catholiques à l'époque de la Révolution. Ce n'était pas du marxisme, mais il y avait déjà cette idée-là. Et il faut au contraire pouvoir penser et théoriser, ce qu'on fait d'ailleurs assez facilement, un socialisme, donc un ordre nouveau, qui finalement ne veut pas créer un homme nouveau. Mao disait l'homme est une page blanche sur laquelle on peut tout dessiner. Non, c'est une erreur affreuse. Ça, c'est le programme du totalitarisme, le changement anthropologique radical. Non, il faut prendre l'homme comme il est, avec sa tradition, avec ses déterminismes dans une certaine mesure, avec les prédispositions que lui a léguées l'histoire. Et au Venezuela, pour ce que j'en sais, hein, j'y ai jamais mis les pieds, mais un socialisme s'est mis en place qui ne se compte pas de tolérer, mais d'intégrer, d'assimiler la religion catholique et d'autres peut-être, les traditions populaires. Je suis contre l'idéologie de la table rase, je dirais des marxistes-léninistes trop orthodoxes. Et à bien des égards, alors oui, je comprends et je partage ce combat de la tradition. Voilà, bah, je pense qu'on arrive à un certain point d'accord, même si effectivement on est arrivé à se rejoindre sur les aspects à la fois fondamentaux ou en tout cas incontournables de la dimension traditionnelle de l'humanité, on va dire, la dimension traditionnelle de l'homme, dimension traditionnelle qui justement résout un des autres problèmes que je n'ai pas évoqué mais qu'on peut évoquer et qui est là encore une notion centrale selon moi qui est l'inertie, c'est-à-dire que comment on fait quand on a une inertie économique, sociale ou religieuse et qu'on veut changer les choses et qu'on veut améliorer, c'est une notion, et on est devant une aporie, devant cette inertie, puisque par exemple l'inertie de l'État, l'État français, le mammouth de l'éducation nationale par exemple, ou le mammouth fiscal, comment on fait pour changer les choses, comment on fait pour résoudre le trou de la sécu, ce genre de choses-là, eh bien, tout se résout une fois qu'on a compris qu'il faut retourner à la tradition, si on peut parler de retour. D'autres parlent de tradition révolutionnaire ou de révolution traditionnelle.
C'est-à-dire que la tradition est révolutionnaire dans le sens où elle nous permet justement de revenir à un point, de rebondir finalement, de recommencer le cycle de la vie, puisque la vie est cyclique, de se débarrasser de cette conception marxiste d'un Marx pris par exemple dans un sens uniquement linéaire, d'un progrès technologique et humain où on arriverait forcément au grand soir et à la dictature du prolétariat de manière linéaire. Voilà, voilà, dans la théologie marxiste, exactement. Et donc, la notion de tradition permettrait de retrouver cette cyclicité naturelle à la Terre, à la nature, et peut-être même à l'humanité et au cycle justement de l'humanité, et cycle de l'humanité qu'on retrouve à la fois dans ses aspects cosmologiques, dans ses aspects naturels, dans ses aspects naturels et surnaturels, physiques et métaphysiques, que met en avant René Guénon, et qui surplombe peut-être tout ce que tu as dit d'ailleurs de juste sur les côtés sociaux, politiques et économiques de la tradition. Et à ce sujet, et peut-être qu'on conclura là-dessus pour le moment, je vais reprendre ma conception de la tradition que j'ai peut-être que j'ai exposée tout à l'heure, mais que je ne serai pas honnête et je ne serai pas si des guénoniens m'écoutent ou si des gens un peu plus sérieux au niveau de la doctrine théologique, traditionnelle, métaphysique m'écoutent, je répéterai que la tradition est la doctrine métaphysique qui est à la source de l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus excellent, dans tout ce qu'elle a de plus fort, dans tout ce qu'elle a de plus durable aussi. Par exemple, les pyramides, les cathédrales ont été fondées par des gens qui se situaient dans ce qu'on peut appeler la tradition avec un grand T, et on remarque que ce sont les choses qui durent le plus longtemps, justement. On pourrait dire la même chose des traditions agricoles, une tradition agricole, c'est une tradition qui fait durer la viabilité humaine sur un sol le plus longtemps possible, que ce soit au niveau de l'usage de l'eau, que ce soit au niveau de la négociation entre champs et forêts, par exemple, qui est fondamentale, la négociation entre vie biologique, vie minérale, etc. La chasse, exactement. Le capitalisme, c'est l'obsolescence programmée de l'exploitation de la nature, justement dans un modèle linéaire qui est on va exploiter au maximum une mine et puis après effondrement, puis il n'y a plus rien dans la mine et on a détruit le sol, on a détruit l'espace naturel qui était là, tandis que la conception traditionnelle est forcément cyclique, c'est-à-dire elle va utiliser un espace naturel que dans la manière où tout va pouvoir se renouveler. Donc effectivement, c'est dans les énergies renouvelables, même si en fait les énergies renouvelables aujourd'hui, on sait que c'est plutôt une instrumentalisation et quand on met des éoliennes, quand on plante des éoliennes dans une plaine ou sur un plateau, désolé, mais évidemment le paysage est objectivement détruit dans son harmonie et que donc il faut effectivement beaucoup d'autres voilà. Donc c'est pour ça que justement que la conception métaphysique de la tradition que met en avant René Guénon, tout en impliquant des aspects politiques, des aspects sociaux, des aspects religieux aussi, puisqu'en fait la tradition surplombe la religion, hein, on n'est pas dans la religion dans le sens grenouille de bénitier, vraiment la tradition permet justement de surplomber et de transcender les compartimentages religieux, fondamentalistes, communautaires, tout ce qu'on veut. Cette tradition, qui est la source de tout, est aussi la source de l'autorité, et la source de la régénérescence, la régénération de l'humain, du politique, du social, de l'agricole, du culturel, et donc de la renaissance de la communauté de l'être, comme l'appelle Francis Cousin. Voilà. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Merci à David Lépée, et on va peut-être plus tard, un de ces jours, recommencer sur des aspects peut-être plus précis où on pourra détailler voilà, des auteurs,